De septembre, nous avons décidé de la mise en place d'une commission interministérielle de la réforme de la fonction publique, qui ne va pas simplement regarder le problème des fictifs, qui sont nombreux et vous le savez, mais également regarder un peu les problèmes de grade et les problèmes d'avancement, les problèmes également des primes à leur attribuer et des avantages autres. Il n'est pas normal que les fonctionnaires ne bénéficient pas de frais en cas de décès, d'illumination. Il n'est pas normal que des médecins travaillent dans les conditions qu'ils travaillent, avec très peu de moyens. Ils ont la vie des patients entre leurs mains. Et bien sûr, il n'est pas normal que les professeurs dans l'université, qu'au niveau de l'enseignement primaire secondaire, travaillent dans des conditions, parfois même sans tableau, sans banc, sans chaise. Les élèves sont à même le sol. Lorsqu'il pleut, il faut arrêter les cours, parce que la pluie sointe et mouille les enfants. Donc il y a énormément à faire dans tous ces secteurs. Mais nous en sommes conscients. Les problèmes sont identifiés. Et je peux vous dire que tous les petits moyens que le gouvernement a le mettra en faveur de l'amélioration de ces conditions. Que ce soit les ministres de l'enseignement, primaire, secondaire, universitaire, ils devront mieux communiquer, de la santé, pour expliquer les projets qui vont être mis en place à l'arrivée de ces fonds, avec le budget de l'État, prochainement, dans le cadre des secteurs qui leur sont propres. Alors, au niveau de la fonction publique, vraiment, nous sommes sensibles aux problèmes qui les préoccupent. C'est un problème qui va se résoudre au fil de temps. Nous allons avoir prochainement l'organigramme, parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir d'abord combien d'hommes nous faut-il dans notre État, dans la fonction publique. Ça, c'est un chiffre qu'on doit connaître. Combien de personnel par département, par ministère, qu'il nous faut. 50 000, 100 000, 200 000, ce travail, nous l'attendons. Et nous l'attendons prochainement, nous l'avons demandé au ministère de la fonction publique. Sur base de ce travail, nous allons pouvoir déterminer quel est le nombre supplémentaire, le trop-plein. Nous devons savoir aussi quels sont le nombre de personnes qui doivent aller à la retraite. Parce que les retraités ont droit, bien sûr, à leur allocation. Et dans les 42 millions de dollars qui nous arrivent dans l'enveloppe de 200 millions de dollars, il faut qu'on mette en place les procédures de paiement des retraités de la fonction publique. Il faut qu'on puisse les identifier. Nous attendons les chiffres dans les jours qui viennent. Et ce que nous avons demandé surtout au niveau du ministère de la fonction publique, qu'on cesse d'engager. Les instructions ont été données au ministre de la fonction publique de cesser d'engager, de recruter de nouveaux agents, d'empirer la situation. Mais vraiment, il faut que nos frères de la fonction publique comprennent que c'est un dossier qui est lourd, dont nous nous occupons depuis le début de la mise en place de ce gouvernement, et dont les premiers effets commencent à arriver. C'est-à-dire les financements qui ont été négociés au mois de décembre à Paris arrivent ce mois-ci et vont commencer à bénéficier de ces effets. Donc la réforme de la fonction publique est un dossier qui est un des grands dossiers prioritaires du gouvernement, au niveau de ma commission, qui est abordé avec beaucoup de sérieux, et je suis persuadé que dans les mois qui viennent, nous devons voir beaucoup plus clair dans cette réforme. On demande aux fonctionnaires de faire confiance à leur gouvernement. Les mesures sont prises à la plus grande transparence, et les mesures seront prises dans la plus grande équité et justice en leur faveur. Des phénomènes pour les femmes au niveau d'un magazine féminin, et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous éclairer, parce qu'on parle beaucoup des changements de mentalité, mais alors que lorsqu'on va par exemple pour animer dans les ONG et tout ça, et que les mamans n'ont pas, comment on peut dire, la mentalité de fiscalité ou bien sur tout ce qui se passe dans notre pays, comment pensez-vous vraiment éduquer ces mamans-là qui vendent leurs arachides ou bien les moments qui sont au marché pour qu'elles puissent entrer
enfin pour qu'elles puissent avoir cette culture fiscale. Et puis on parle aussi d'austérité. Vraiment, je ne sais pas, l'insalubrité dans notre pays. On parle de réforme, les médicaments, tout ça, les médecins. Mais alors que lorsque vous n'avez qu'à regarder même en face là, je vois des déchets et tout ça. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire ou bien veut faire pour éradiquer ce phénomène? Merci. Très bien. Donc, au point de vue fiscalité, le paiement des patentes, le paiement donc des taxes au niveau du marché. Vous savez, il y a des taxes qui sont de l'autorité du gouvernement, mais également les taxes qui sont sous l'autorité des provinces. Donc, bien sûr, le gouvernement peut donner des injonctions au niveau des gouvernements de province de mieux canaliser ces recettes. Mais dans le cadre des EAD, des entités administratives décentralisées, les taxes sont perçues, notamment au niveau du gouvernement, mais d'autres, celles-là, par exemple, les patentes, les taxes de marché, sont perçues au niveau de la province. Il faut que la province vraiment joue son rôle dans la plus grande transparence sur la gestion de paiement de ces différentes taxes. La salubrité également de notre pays, des villes. Nous-mêmes, nous sommes les premières victimes, nous ne vivons pas en dehors de ces villes. Donc nous sommes les premiers également à demander à ce qu'un grand effort soit fait au niveau des provinces pour mettre la propreté dans les villes. J'espère que ce sera un appel qu'on va lancer à tous les gouverneurs de province, d'y veiller, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous ne vivons pas en dehors de cette ville. Nous sommes également nous-mêmes victimes également. Non, le problème de l'enseignement, comme je vous l'avais dit ici, je l'ai brossé dans la question précédente, préoccupe le gouvernement dans la mesure où c'est vrai qu'il n'est pas normal. Mais c'est un système que nous avons hérité, que le gouvernement a hérité. Système de paiement des minervales par les parents. Dans le budget que vous allez voir cette année-ci, des crédits importants ont été mis en place, justement pour commencer dans un programme, il appartient au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, de pouvoir poursuivre ce programme dans le paiement des enseignants qu'il devient régulier et conséquent. Le budget existe, il est là, nous allons nous engager à pouvoir l'exécuter correctement. C'est pour ça que le budget c'est une chose, l'exécution également est une autre. Il faut que dans le cadre de la mobilisation de recettes, nous respections les recettes que nous avons visées. Sur base de ces recettes qui ont été visées, à travers le CECOPE, le paiement des enseignants, des fonctionnaires, va se faire. Mais je peux vous dire que nous sommes conscients que le taux que les enseignants gagnent dans notre pays est insuffisant. Vraiment, c'est insuffisant. Et ce n'est pas normal. C'est un secteur qui est capital parce qu'ils ont entre leurs mains les futurs leaders de ce pays. Ils la forment et c'est sûr et certain que le gouvernement va s'y pencher, mais une fois de plus, le nombre d'enseignants qui n'est pas suffisant, le nombre d'établissements scolaires qui ne sont pas suffisants, font que le gouvernement doit pas simplement améliorer leurs conditions sociales, mais également penser à la construction des établissements. Il y a tout un programme qui est prévu au niveau d'enseignement tant primaire que secondaire, également universitaire. Je voudrais simplement vous inviter à voir ce que ces différents ministères vont réaliser dans les mois qui viennent, mais je peux vous assurer que les programmes sont là, les crédits sont prévus, et un changement sera opéré à ce niveau-là également. On passera. Oui, merci pour la parole. Maggie Kinkela Kanalkin. Monsieur le vice-président, quelle lecture faites-vous des incidents survenus la nuit du samedi à dimanche dernier, donc 28 mars, d'autant plus que vous avez été accusé d'avoir commandité l'opération Pentecôte. Merci. Mais tout d'abord accusé par une certaine presse. La même presse nous avait également accusé de beaucoup de mots en Ituri et dont aujourd'hui on attend encore les preuves. Je voulais simplement vous dire et vous rappeler, le MLC a bien sûr lutté pour un nouvel ordre politique dans ce pays durant plus de 5 ans dans le maquis. Nous avons négocié les accords de Lusaka en juillet 1999. Je les ai signés personnellement, ces accords. En toute liberté et en toute conscience. Nous avons signé les accords de Sun City.
Nous avons signé les accords de Pretoria. Personne ne nous y a obligés. Personne. Nous aurions pu également faire le choix de rester où nous étions. Nous avons voulu favoriser la paix, la réunification de notre territoire. Et je peux vous dire en toute humilité que le MLC, personnellement, s'il y a des pères de la réunification de ce territoire, nous faisons partie des pères de la réunification du territoire. Nous contrôlions jadis pratiquement tout le nord du Congo, et vous le savez, et nous l'avons fait en toute âme, liberté et en toute conscience. Nous avons favorisé la paix, la réunification du territoire. Donc ce n'est pas aujourd'hui moi qui ai signé, qui ai négocié ces accords, signé ces accords, qui ai participé à la réunification de ce territoire, qui ai combattu et qui ai donné ma vie même pour un nouvel ordre politique dans ce pays. Parce que je vous dis, c'est un miracle et c'est grâce à Dieu que je suis en vie. Qu'aujourd'hui, je vais accepter de tuer l'enfant dont nous avons participé à la naissance. La réunification du Congo. Donc, ces institutions que nous avons voulues, que nous avons acquis chèrement au prix de nos vies, ce n'est pas pour le voir détruire aujourd'hui par qui que ce soit. Et je peux vous dire que je m'opposerai de toutes mes forces à toute personne, groupe politique qui viendrait perturber l'ordre institutionnel établi. Mes compagnons et moi, on n'a pas sacrifié 5 ans de nos vies pour venir voir détruire ce que nous avons tous négocié, ce que nous avons tous mis en œuvre. Vraiment là que ce soit très clair. Le Congo d'aujourd'hui, la réunification de ce territoire, c'est également notre affaire. Nous y avons contribué à rétablir la paix et l'unité dans ce pays. Avec d'autres acteurs, bien sûr, que vous connaissez. Donc, en ce qui me concerne, nous voulons que le processus démocratique qui doit conduire aux élections libres, démocratiques et transparentes puisse être respecté dans le timing que nous sommes accordés, que nous avons négocié et que nous avons signé. Alors, là, j'en appelle à la presse, à la responsabilité de la presse. La presse que nous avons voulu libre et indépendante a un rôle certain à jouer dans une démocratie. C'est-à-dire qu'on vous demande, et vous êtes appelé à la plus grande transparence, équité, liberté, justice, à donner l'information au niveau des populations, à informer les dirigeants. Mais lorsque la presse est manipulée et qu'elle baigne dans le mensonge, dans la diffamation, dans les injures, dans les fausses accusations, elle ne peut plus être appelée presse libre et indépendante, et véritablement vous vous écartez du rôle qui est le vôtre, du quatrième pouvoir, dans un processus démocratique. Et là, il faut qu'à un moment donné, que chacun prenne un peu ses responsabilités. Parce que même dans le domaine de la presse, certains l'utilisent, moi je ne veux pas le faire, c'est la plainte pour diffamation. Je m'abstiens jusqu'à présent d'utiliser mes droits, parce que j'estime que la presse aussi doit faire son chemin, devenir mature, il faut lui laisser son temps. Mais je vous rappelle que vous avez un rôle à jouer, pas du mensonge, pas de la diffamation, mais d'éclairer l'opinion publique sur base de preuves, sur les faits de la société, sur les positions au niveau politique que prennent les acteurs, mais alors de ne pas baigner dans l'injure, dans le mensonge, dans la diffamation, dans la manipulation, comme une certaine presse aujourd'hui s'est vraiment évertuée, dont je trouve très malheureux.
très malheureux. Que ce soit presse publique, que ce soit presse privée. Et là-dessus, il faut que chacun fasse son examen de conscience, au risque un jour de voir déclencher des procès pour diffamation. Et vous savez que la diffamation, c'est pénal. C'est pénal. Alors, à un moment donné, si c'est le langage qu'il faudra comprendre, si c'est les exemples qu'il faudra faire, peut-être, c'est une question que je me pose, je ne veux pas en arriver là, mais il faut faire très attention à tout ce qui se dit, à tout ce qui s'écrit. Et ce n'est vraiment pas dans l'honneur de cette presse dont vous voulez couronner encore certains organes du mérite d'excellence. J'apprends ce week-end, ce n'est vraiment pas dans cette ligne-là qu'on pourra parler d'une excellence de la presse. Donc attention à la manipulation, à la diffamation, aux injures. Voilà. Voilà, c'est Jérôme Gongo, Radio Okapi. Merci pour la parole. J'ai deux petites questions. La première question part d'un constat, c'est que selon les observateurs analystes du système institutionnel de la transition, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Parlement, le débat sur le collectif budgétaire, débat sur la ratification des accords signés avec des bailleurs de fonds au Parlement, débat sur le budget 2004 et sur bien d'autres questions, notamment les lois qui sont en vote au Parlement, il se révèle une situation d'un équilibre de pouvoir un peu biaisé en faveur du gouvernement, et pas seulement le gouvernement en général, mais de l'espace présidentiel, et pas l'espace présidentiel en général, mais en faveur de 3 leaders dans cet espace présidentiel qui sont les patrons des composantes ex-belligérantes. Résultat, ça, je l'ai entendu des députés, on râle, on n'est pas content sur le budget, on n'est pas content sur telle loi, on n'est pas content sur ceci, mais un mot d'ordre tombe, il faut voter. Et on vote. Alors, j'aimerais entendre comment vous répondez à cette situation où, parce que vous avez cité le Parlement parmi les éléments de garde-fou dans le contrôle, par exemple, de la politique économique du gouvernement, et que c'est au Parlement, en principe, que la population a souvent tendance à faire confiance, parce que dans ce pays, au gouvernement, ils volent l'argent, donc Bazoui Bambongo, alors, et qu'on se dit, ben, peut-être que le Parlement va contrôler les choses. Mais quand le Parlement lui-même se dit complètement désarmé, équilibre en faveur du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'une telle situation peut vraiment amener de la confiance dans la manière dont la transparence, la bonne gestion, la bonne gouvernance va être menée dans le pays? Ma deuxième question, c'est par rapport à vous-même. D'abord, j'aimerais savoir, je sais que si je vous demande si vous serez candidat aux élections présidentielles, vous me direz que c'est trop tôt pour le dire, mais quand est-ce que vous le direz? Et par rapport à cela, j'aimerais prendre un aspect de votre politique en matière d'assainissement de l'économie. Vous avez souligné la nécessité de faire rentrer dans le secteur formel l'économie informelle, au moins en leur sensibilisant sur la nécessité qu'ils puissent participer à la mobilisation des recettes de l'État. Donc, il y a un aspect fiscal. Est-ce que, en raison du fait que vous pourriez être candidat aux élections, ou que vous pourriez soutenir un autre candidat, ce discours ne risque-t-il pas de changer, parce que ce secteur fait vivre au moins, je prends le chiffre le plus bas qui puisse exister, au moins 50% des Congolais, et que pour des raisons électoralistes, vous risquez de vous rendre compte que s'engager sur ce débat de la formalisation de l'informel risque de vous être préjudiciable, vous, le candidat. Merci. Très bien. Tout d'abord, pour la première fois, je pense qu'un large débat a eu lieu au niveau du budget de l'État. Je crois que dans ce processus démocratique, chacun s'est exprimé librement. D'ailleurs, les parlementaires, à juste titre, ont demandé la rediffusion en direct de tous les débats. Donc, les parlementaires n'ont pas été muselés, les parlementaires n'ont pas été interdits de s'exprimer.
la Commission économique et financière du Parlement, de l'Assemblée nationale, s'est penchée, il y a quand même 65 membres de toutes tendances, sensibilités politiques confondues, se sont exprimés sur la question du budget. Vous savez, ce budget n'appartient à personne, c'est le budget du gouvernement. C'est ni le budget de Jean-Pierre Bemba, c'est ni le budget de la Commission économique et financière, c'est le budget du gouvernement, et maintenant c'est l'affaire du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui se sont prononcés. Vous ne pouvez pas faire le consensus à 100% sur les priorités. Nous sommes en train de distribuer 1,2 milliard de dollars, 482 milliards de francs congolais que nous devons essayer de distribuer pour que chacun, dans les matières qui l'intéressent, la santé, l'éducation, la sécurité, la reconstruction, les rémunérations, le fonctionnement puisse être satisfait. Ce n'est que 482 milliards. Vous ne pourrez jamais faire le consensus pour tout le monde. Mais nous sommes parvenus, au niveau de notre commission économico-financière, au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée, à faire en sorte que ce qui a été décidé là-bas puisse avoir une majorité au niveau d'un consensus. Voilà ce que nous avons et ce qu'est maintenant aujourd'hui votre budget. En ce qui concerne la seconde question, ce qui m'intéresse aujourd'hui, principalement, c'est le travail que la Constitution me demande d'abattre chaque jour au niveau de la Commission économique et financière. C'est ça qui m'intéresse. L'amélioration des paramètres macroéconomiques, l'amélioration du cadre microéconomique, le développement au niveau de l'agriculture, la restructuration au niveau des mines, l'ensemble des problèmes qui regardent le gouvernement à travers l'espace présidentiel, les problèmes sociaux, l'organisation des élections. C'est ce qui m'intéresse vraiment, que je puisse faire le mieux pour le moment. Lorsqu'il s'agira de rentrer dans un processus électoral, que nous espérons l'année prochaine, mon parti décidera qui sera le candidat au niveau présidentiel. Mais ce n'est pas une obsession. Mon obsession aujourd'hui, c'est de bien faire ce que je suis en train de faire, ce que la Constitution me demande de faire. Et le moment viendra, lorsque le peuple sera amené à choisir ses dirigeants à tous les niveaux, il appartiendra à mon parti de se prononcer. Voilà, je pense que sur cette question, j'espère que j'ai pu... Soleil Kaya Essou du journal Le Palmarès. Excellence, j'ai comme l'impression que certes vous avez la volonté de pouvoir reconstruire le pays au niveau de l'espace présidentiel, ou bien en votre qualité d'animateur des institutions de l'État. Mais il s'est fait que nous n'avons pas, nous Congolais, ou bien nous le peuple du tiers-monde en général, l'expertise nécessaire pour assurer notre bien-être. Cela s'est justifié dans la mesure où, pour remettre l'infrastructure sur le rail, ou alors donner l'emploi au peuple, notamment le peuple congolais, on a toujours la politique de main tendue. Il faut que les investisseurs viennent, il faut qu'ils viennent remettre la gécamine, il faut qu'ils viennent refaire les infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles, les consorts. Même pour remettre les petits bâtiments qui nous ont été laissés par, dont on a hérité des colons, il faut que le BCECO vienne à gérer des ressources qui viennent d'ailleurs, tout ça. Ce qui veut dire qu'on reconnaît quelque part qu'on n'a pas l'expertise nécessaire pour assurer ce bien-être. Peut-être qu'on ne sait pas le dire clairement. Or, le peuple attend de vous quelque chose qui puisse lui permettre un jour, soit à long terme, même si ce n'est pas aujourd'hui, le rendre capable de répondre à ce défi de la vie, à m'exprimer des défis de la vie, comme l'homme blanc par exemple. Mais c'est tout ce qui n'est pas encore dit jusque-là au niveau des institutions. Vous le prouvez, vous l'attestez par le fait que vous dites toujours que les investisseurs doivent venir, on doit encourager ceci, on doit encourager cela, on doit revoir le code des investissements, on doit faire ceci. Alors, on ne sait pas quand est-ce que vraiment le peuple va souffler,
ou alors qui sera le fin limier qui pourra éclairer la lanterne sur un dispositif d'ordre social ou organisationnel capable de prédisposer le peuple à répondre aux défis de la vie auquel il est confronté aujourd'hui. Je vous remercie. Très bien. Disons qu'il faut éviter toute démagogie tout d'abord là-dessus, et il y a des expertises ici localement, et il y a des experts congolais, que ce soit dans les bureaux d'études, que ce soit au niveau des réalisations. Le problème où nous sommes confrontés au niveau de notre pays, et ça se tient, c'est les moyens. Je tiens quand même à vous dire qu'entre le budget 2003 et le budget 2004, en termes de ressources propres, nous avons quand même enregistré 40% d'augmentation. 40% d'augmentation entre 2003 et 2004 en budget propre. Ce qui montre quand même que le gouvernement est en train de faire des efforts considérables en termes de mobilisation de recettes. Et ce chiffre va continuer à monter, à augmenter. Ce que nous disons, c'est que dans le cadre de la reconstruction après 5 années de guerre, il nous faut mobiliser des fonds pour ne pas demander aux populations d'attendre que le gouvernement en budget, en ressources propres, puisse atteindre le niveau qui permettra de pouvoir satisfaire aux besoins de toutes les populations. Et ce n'est pas qu'un problème propre à notre pays. Qui est l'État qui n'est pas endetté dans ce monde? Même les États-Unis. 3 000 milliards de dollars de dette. La France, 1 000 milliards de dollars de dette. L'endettement n'est pas un problème en soi. Il aide, dans le cadre d'un programme bien précis, un gouvernement à pouvoir activer rapidement des programmes pour le pays, pour les populations. Maintenant, il ne faut pas que l'endettement, et c'est ça qui a été d'ailleurs l'objet d'une négociation et que nous avons pu, au niveau du PPTE, être éligible, c'est que nous n'avions plus la capacité de rembourser nos dettes. Donc il faut une juste opposition entre l'endettement et la production intérieure au niveau du pays. Et je crois que vous devriez vous féliciter. Parce que si nous n'avions pas ces endettements, aujourd'hui, cette aide au niveau budgétaire, les routes que vous voyez aujourd'hui en train d'être refaites, Kassavubu, l'université, les réfections des universités, les écoles primaires, secondaires, les artères principales, elles ne pourraient pas être refaites. On devrait attendre 10 ans, 15 ans que l'État puisse atteindre un niveau acceptable au niveau de son budget. Toutes ces populations, ces enfants qui grandissent, qui deviennent des adultes, ne peuvent-ils pas connaître un monde meilleur? Donc, le gouvernement fait des efforts, et je vous dis, des efforts faits du gouvernement de l'année 2003 au niveau du budget 2004. En ressources propres, nous avons augmenté de 40%. Nous devons continuer à augmenter la part des ressources au niveau du budget propre à l'État d'une manière continue. Comme ça, les 53% de financement deviennent un jour 10, 20% en pourcentage. Bon, évidemment, on est revenu, vous avez parlé des événements du 28 mars, je ne veux pas y revenir, mais je tire quand même une leçon, c'est que il existe comme une forme de dispositif psychologique qui évolue par association d'idées dans l'opinion, qui fait que chaque fois que l'on parle des ex-phases, on parle de Jean-Pierre Bemba, à chaque fois que l'on parle des coups d'État, on voit Jean-Pierre Bemba comme un bras vengeur du moboutisme défaillant. Je voudrais savoir, de manière précise, êtes-vous un moboutiste? Pensez-vous avoir une mission de reconquête, ou sinon, êtes-vous fidèle aux idées que le maréchal Mobutu a véhiculées, les bonnes ou les mauvaises? Parce que, d'une manière ou d'une autre, on vous perçoit comme un héritier. Alors, chaque fois que quelqu'un qui vient dans ces milieux-là fait une action, même isolée, qui n'est pas liée à vous, on pense que vous êtes les premiers bénéficiaires.
Ça reste, et c'est comme ça que la presse, quand elle écrit, elle fait des analyses liées à ces dispositifs psychologiques. Alors, une deuxième petite question. Ça fait 9 mois qu'on est, vous êtes dans l'espace présidentiel, avec les conseils du gouvernement et les réunions présidentielles, donc l'espace présidentiel, vous avez au moins rencontré Joseph Kabila 103 fois. Donc ça fait quand même beaucoup. Si vous ne vous rencontrez pas la nuit entre vous. Mais officiellement, ce sont 3 fois, je pense. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous êtes aujourd'hui très rapproché alors que vous êtes antagoniste à l'origine. C'est-à-dire, en montant la pyramide, vous êtes très loin. Maintenant que vous êtes ensemble, vous voyez, vous vous appelez 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous pensez du président Kabila aujourd'hui? Voilà. La dernière question qui est de l'actualité. La presse ce matin a publié une lettre que le président aurait écrite à votre insu à la Cour pénale internationale pour demander qu'elle enquête sur des crimes, des crimes qui ont été perpétrés à l'est du pays, toujours un peu à l'est. Est-ce que c'est encore une information de la presse? Est-ce que vous en avez parlé? Voilà, merci. Ok. Tout d'abord, lorsqu'on parle des ex-phases, que ce soit au niveau des troupes, que ce soit au niveau des officiers, mais vous le retrouviez, parce qu'aujourd'hui je parle en termes d'une seule armée, mais vous le retrouviez dans tous les camps protagonistes. Ex-armée RCD, ex-armée MLC et ex-armée du gouvernement de Kinshasa. Je ne cite le nom de personne, mais aujourd'hui, même à la tête de notre armée, ça c'est un. Donc le MLC n'est pas l'entonnoir, n'a pas été l'entonnoir en tout cas des ex-phases, si on peut dire ainsi. Et il faut dire qu'il n'y avait pas que des mauvais au niveau des phases. Vous avez des très bons officiers. Et vous avez des officiers qui ont été formés par la République à l'époque des forces armées zaïroises, qui sont des brillants militaires. Dans l'état-major général aujourd'hui, analysez, vous qui êtes là pour informer l'opinion, l'origine des uns et des autres. Beaucoup d'officiers ex-phase aujourd'hui occupent des postes importants au niveau de notre état-major général. Alors bien sûr, il appartient toujours, malheureusement, et je reviens à une certaine presse, de pouvoir essayer de coller une étiquette négative. Mais ça, je crois qu'il faut rétablir les choses telles qu'elles sont. Les rapports qu'il y a au niveau du MLC, nous sommes un mouvement qui avons choisi d'autres moyens pour amener un nouvel ordre politique. Quand vous parlez du mobutisme, si c'est une idéologie que vous parlez, le MLC, je peux vous définir l'idéologie du MLC. C'est un mouvement qui se veut démocratique, humaniste, qui veut le respect des droits de l'homme, qui n'est pas un parti tribal, qui est un parti national, qui prône la transparence de la gestion et qui veut mener une action politique pour le bien d'un pays et d'un peuple. Je ne veux pas juger, d'ailleurs, si on doit parler de héritier du mobutisme, il y a quand même le parti de l'ancien président Mobutu, le MPR, qui existe, qui a pignon sur rue, dont les dirigeants sont connus, participent aujourd'hui du gouvernement. Donc il vous appartient peut-être à demander si c'est eux les héritiers du mobutisme. Le MLC est né pour une contestation, à travers une contestation sur des institutions qui existaient à un moment donné. Nous sommes en train aujourd'hui de créer, dans ce cadre, ce nouvel ordre politique. Nous avons participé à la mise en place de nouvelles institutions, d'une nouvelle constitution qui doit nous amener aux élections. Et c'est ça qui est le plus important pour le MLC. Alors deuxièmement, nos rapports avec le président de la République. D'abord, permettez-moi, je ne veux pas en parler ici. Nous sommes aujourd'hui dans un même gouvernement.
Je peux vous dire que l'ambiance est bonne, on se dit tout franchement, et dans la plus grande sérénité, dans la plus grande politesse. Et je dirais que les fonctions que nous occupons, le président de la République, nous-mêmes, font que, effectivement, dans le cadre du leadership exemplaire que nous devons montrer et que nous devons à travers la Constitution, nous communiquons souvent et nous nous voyons régulièrement. Voilà.